À 23h17, Dar es Salaam s'est effondré en 7 minutes calibrées. 60 ans de stabilité vantée s'y sont dissous d'un seul bloc, révélant l'ironie brutale d'une nation capable de disparaître presque sans bruit. Mais que signifie cet effacement lorsque même Ibrahim Traoré en scrute les implications? Un test sombre mais révélateur. La rupture de Dar es Salaam a mis en lumière une vérité simple. Lorsqu'un pays disparaît numériquement, ce n'est pas seulement une infrastructure qui cède, mais tout un système de confiance qui se dévoile. Dans ce récit, l'enjeu n'est pas de rejouer la frayeur d'une coupure, mais de comprendre comment 7 minutes peuvent devenir un révélateur continental, un espace où se croisent peur officielle, données têtues et réactions citoyennes. Le bénéfice, pour celui qui observe attentivement, réside dans un éclairage neuf, lire à travers les chiffres et les silences pour saisir comment un continent connecté mesure sa propre fragilité politique. Et si ce blackout n'était pas un accident isolé, mais le point d'entrée d'un débat plus vaste, celui où chaque pourcentage perdu raconte la tension entre contrôle et dignité, cette exploration s'attachera à suivre pas à pas ce mécanisme, en détaillant les signaux, les contradictions et les réactions qui ont transformé une simple panne en expérience grandeur nature, un laboratoire involontaire où se joue l'avenir d'une parole collective. La première vérité est tombée comme un coup péré. 90% du trafic tanzanien se sont effondrés en 7 minutes, un chiffre si net qu'il excluait d'emblée l'idée d'un simple incident technique. Puis un second signal est apparu, l'effacement simultané de l'ensemble des fournisseurs, une synchronisation impossible à produire sans intervention humaine, révélant que la panne racontait autre chose que des câbles défaillants. Ce double constat, dont Ibrahim Traoré observait la portée depuis Ouagadougou, a inversé la lecture des événements. Ce n'était plus une coupure locale, mais un test de résilience politique joué en direct sous les yeux d'un continent entier. Soudain, les données, les silences et les images fragmentées des rues de Dar es Salaam formèrent un récit cohérent. Un pays réputé stable depuis 6 décennies était devenu en quelques minutes le miroir d'une vulnérabilité plus large. Les journaux officiels parlaient d'un incident isolé, mais les journaux de données, eux, dessinaient une chronologie implacable. À 23h17, le flux s'est affaissé. À 23h18, les plateformes étrangères ont commencé à signaler des ruptures inattendues. À 23h19, les réseaux universitaires se sont éteints. Et à 23h24, toute la carte numérique du pays était plongée dans un silence quasi total. Dans les minutes suivantes, les vidéos de bureaux de vote incendiés circulaient par VPN, disparaissaient, puis réapparaissaient sous forme de fragments, comme si chaque image se battait contre une volonté de contrôle. Une jeunesse privée de réseau improvisait alors ses propres lignes de transmission. Casseroles frappées dans les rues, tracts imprimés dans les taxis, slogans murmurés dans les marchés nocturnes. Une étudiante de 22 ans, Aïcha, en devint, sans l'avoir cherché la figure involontaire, brandissant un téléphone vide, comme preuve que la vérité peut survivre à l'absence de signal. C'est là que se nouait le véritable révélateur. Ce blackout ne testait pas seulement la Tanzanie, mais la capacité de l'Afrique connectée à respirer hors ligne. Un point que Traoré, attentif aux fragilités numériques du Sahel, saisit immédiatement. Dans ses premières heures d'obscurité numérique, un fil conducteur s'imposa presque malgré lui. La trajectoire d'Aïcha, l'étudiante devenue repère involontaire au milieu du chaos. Son geste, lever un téléphone sans réseau, condensait ce que des milliers vivaient sans pouvoir le formuler. Autour d'elle, les premiers impacts prenaient forme. Des taxis transformés en relais d'information, des vendeurs de rue organisant des passages de messages, des étudiants reliant les campus par des clés USB et des Wi-Fi improvisés. Ce réseau humain, né dans l'urgence, devint le premier indicateur réel de la situation, plus fiable que n'importe quel communiqué. Dans les taxis de Dar es Salaam, des chauffeurs passaient des tracts imprimés à la hâte. Dans les dortoirs, des ingénieurs au chômage montaient un VPN artisanal capable de relier la capitale à Nairobi. Dans les marchés, les slogans se propageaient plus vite que les images censurées. Ces cas, repris par des journalistes locaux contournant la censure par des sites miroirs et des serveurs cachés, montraient une créativité qui défiait le silence officiel.
À 4000 km de là, Ibrahim Traoré observait ces fragments circuler jusqu'au Sahel. Ce qu'il voyait, ce n'était pas seulement une jeunesse tanzanienne en colère, mais une génération africaine en train d'apprendre à contourner le vide. Ce constat transforma l'épisode en signal d'alarme continental. Si une panne peut déclencher autant de mouvements spontanés, c'est que la stabilité numérique n'est plus simplement une question technique, mais un enjeu politique immédiat. Une panne locale révélait soudain toute une cartographie du pouvoir numérique. Tout démarra par une promesse de rétablissement avant minuit, affirmèrent les autorités, le réseau reviendrait. Mais lorsque les premières lueurs de l'aube traversèrent Dar es Salaam, ce ne furent pas des signaux qui revinrent, ce fut la fumée. Des slogans tracés à la craie envahirent les murs. Kimia Sio Amani, le silence n'est pas la paix. Les rues se mirent à vibrer d'un bruit insistant. Klaxons en rafale, casseroles martelées, chants improvisés pour masquer les gaz lacrymogènes. Tout ce qui, la veille, semblait figé dans l'ordre républicain, s'animait soudain dans une cacophonie déterminée. Et ce basculement, Ibrahim Traoré l'interpréta comme le premier signe d'un seuil franchi. Puis la mécanique collective s'emballa. Des dortoirs jaillirent des réseaux maillés, assemblés avec des ordinateurs portables vieillissants, connectés par USB et Wi-Fi sauvage. 3 ingénieurs au chômage bricolèrent un VPN improvisé reliant la capitale à Nairobi. En moins de 2 heures, les images censurées traversèrent la frontière. Urnes brûlées, soldats devant les rédactions, mères cherchant leurs fils dans les fumées. Les rues, elles, devinrent des relais d'information. Taxis distribuant des tracts imprimés, vendeurs criant les nouvelles d'un marché à l'autre, étudiants faisant passer des clés USB comme des torches. Le pouvoir réagit en verrouillant ce qu'il pouvait. Serveurs diplomatiques coupés pour entretien, écran d'apparat du palais présidentiel, montrant des enfants souriant sous l'hymne national, ministres invoquant menaces extérieures. Mais derrière ces images, les données montraient un effondrement simultané, un blackout à la minute près. Rien ne collait à la version officielle. À 2h du matin, un convoi de SUV noirs franchit la porte sud du palais. Dans les sous-sols, un comité improvisé rédigea un rapport classé secret. Son premier mot, incontrôlable. Ce terme fut lu, relu, discuté, puis effacé, mais jamais oublié. Lorsque les vidéos d'Aïcha, désormais symbole involontaire, commencèrent à circuler sur des réseaux étrangers, le pouvoir comprit que le récit lui échappait. La scène était simple. Une jeune femme, un téléphone sans réseau, une phrase devenue étendard, s'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue. Ce moment, Ibrahim Traoré le scruta longuement depuis Ouagadougou, non par fascination, mais parce qu'il y voyait un basculement. La dignité numérique, qu'il évoquait depuis des mois, venait de prendre forme humaine. Le mouvement UAZ naquit alors dans un mélange de fumée et de courage. Des milliers de copies du même message circulèrent, parfois manuscrites, parfois imprimées sur du papier froissé. Les rues n'étaient plus seulement des lieux de protestation, elles devenaient serveurs, journaux, plateformes. Chacune de ces improvisations défiait la mécanique du silence. Lorsque tard dans la nuit, le réseau revint par à-coups, personne ne crut au retour à la normale. Les journaux étaient vides, les sites indépendants fermés, les cartes de presse confisquées, mais l'activité sur les réseaux chiffrés explosa. Les VPN atteignirent plus de 310%. Les quartiers pauvres, limités à 3 heures d'accès par jour, se tournèrent vers un journalisme oral. Les bus devinrent des salles de rédaction spontanées, les marchés des chambres d'écho. Ce qui subsista, ce n'était pas la coupure, c'était un apprentissage. Celui d'un peuple comprenant que si l'État peut éteindre un signal, il ne peut pas étouffer une mémoire. Et c'est précisément ce point qu'Ibrahim Traoré releva. Un continent qui apprend à respirer sans permission construit malgré lui sa propre architecture du courage. La dynamique réelle du blackout apparaît clairement lorsque l'on observe l'écart entre le point de départ, un réseau national réputé stable depuis 6 décennies, et l'effondrement enregistré, 90% de chute de trafic en 7 minutes selon les mesures de NetBlocks. Cette valeur, brutale et immédiate, montre une rupture trop synchronisée pour correspondre à un incident isolé, car un effondrement aussi rapide suppose un déclenchement simultané sur plusieurs couches du réseau. Le lendemain, un second delta s'ajouta, révélant la profondeur du choc,
42% de ralentissement supplémentaire dans les 24 heures suivantes, un signe que le rétablissement annoncé par les autorités n'avait pas restauré les capacités essentielles. Cette persistance d'une dégradation post-panne indique un système encore contraint où la circulation des données reste volontairement réduite ou techniquement bridée. Enfin, un troisième indicateur confirma que l'événement dépassait largement l'hypothèse d'un simple problème mécanique. 17 serveurs gouvernementaux redémarrés en mode restreint, une configuration inhabituelle observée uniquement lors de procédures de contrôle interne ou de limitation d'accès. Ce basculement technique, bien qu'évoqué publiquement comme une mesure de maintenance, décrit en réalité une politique de prudence ou de verrouillage temporaire. Pris séparément, chacun de ces nombres pourrait sembler technique, mais mis ensemble, ils tracent une topographie du blackout. Un effondrement initial massif, suivi d'une période de ralentissement prolongé, puis d'un redémarrage sélectif des nœuds institutionnels. Ce schéma, classique dans les opérations de filtrage ou de resserrement du trafic, montre surtout que la panne n'est pas restée cantonnée aux infrastructures, elle s'est déplacée dans la vie quotidienne. Sur les réseaux chiffrés, l'activité tripla. Dans les quartiers populaires, l'accès fut limité à 3 heures par jour. Dans les zones diplomatiques, la connexion resta plus longue, autour de 9 heures, laissant apparaître à l'œil nu une inégalité numérique déjà présente mais désormais amplifiée. Même les ingénieurs interrogés anonymement décrivirent un effondrement simultané, soulignant que ce type de pattern ne correspondait à aucune logique d'usure ou de défaillance matérielle connue. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré demanda à ses conseillers de compiler ces données, non pour désigner un coupable, mais pour comprendre les implications structurelles. Comment une panne pouvait devenir une mesure de loyauté, comment un silence pouvait fonctionner comme un stress test politique, comment une coupure pouvait révéler l'étendue d'une dépendance numérique nationale. Les chiffres, ici, ne servent ni d'accusation, ni de preuve définitive. Ils tracent une ligne de compréhension, celle qui sépare le récit officiel de l'expérience vécue et celle qui montre comment une rupture numérique se transforme en révélateur social. Dans cette lecture, le blackout n'est pas seulement une absence de signal, c'est une mesure presque mathématique de la distance entre un État et sa société. 2 récits structurent l'interprétation du blackout tanzanien, chacun mobilisant des arguments cohérents lorsqu'on les examine avec rigueur. Pour comprendre l'ampleur de l'événement, il faut d'abord rendre justice à ces 2 thèses avant d'en extraire ce que montrent réellement les données. Pour les autorités, l'effondrement du réseau s'inscrit dans une logique de protection. Elles évoquent une attaque étrangère, une tentative de déstabilisation numérique visant à tester la robustesse d'un État longtemps perçu comme un pôle de continuité régionale. Cette position repose sur plusieurs éléments. Un contexte africain marqué par des ingérences technologiques, la nécessité de défendre une image de stabilité politique et la crainte de voir les infrastructures numériques exploitées comme vulnérabilité stratégique. L'argument insiste sur un principe. Mieux vaut une interruption temporaire qu'une rupture incontrôlée capable de compromettre la sécurité nationale. À l'opposé, les étudiants, journalistes indépendants et participants du mouvement UAZ décrivent une coupure interne. Selon eux, la simultanéité de l'effondrement et la fermeture quasi instantanée des plateformes d'information signalent une volonté de neutraliser une jeunesse connectée au moment où circulaient des images sensibles, bureaux de vote incendiés, nuages de gaz, slogans devenus symboles. Pour cette partie de la société, le blackout n'était pas une défense, mais un filtre politique destiné à préserver un récit unique, en réduisant la circulation des preuves. Lorsqu'on confronte ces thèses aux chiffres, la chute de 90% du trafic en 7 minutes, le ralentissement supplémentaire de 42%, les 17 serveurs redémarrés en mode restreint. Un motif dominant apparaît, la nature synchronisée de la coupure. Une telle simultanéité n'oriente pas vers une usure mécanique. Elle ne suffit pas non plus à confirmer une attaque externe, mais elle indique une opération coordonnée, maîtrisée depuis l'intérieur ou l'extérieur, sans qu'on puisse trancher davantage, sans dépasser le cadre des données disponibles. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait cette dualité non comme un duel idéologique, mais comme un signe des tensions nouvelles entre contrôle, souveraineté et confiance publique, un triptyque au cœur de toutes les démocraties numériques émergentes. Un seuil
vient d'être franchi. Ce midpoint n'est pas une simple pause dans le récit, c'est le moment où l'on voit clairement que la coupure a cessé d'être un épisode tanzanien pour devenir un miroir continental. Tout bascule lorsqu'on observe comment, malgré l'effondrement de 90% du trafic, un réseau parallèle a émergé, fait de musiciens, d'étudiants, de chauffeurs et de journalistes partageant fichiers, chants et témoignages sur des clés USB. Cette lenteur volontaire, loin de la vitesse d'Internet, a transformé la panne en scène politique inattendue. Dans cette dynamique nouvelle, les voix humaines remplacent les signaux numériques, les slogans, les vidéos fragmentées, les chants nocturnes deviennent les véritables canaux de communication. L'information cesse de dépendre des câbles et retrouve une matérialité que nul filtre ne peut vraiment éteindre. C'est cette ironie, la parole qui renaît dans le noir, qui constitue la révélation centrale. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré perçoit alors un phénomène plus large, la capacité d'un continent à respirer par ses propres moyens, même quand l'infrastructure se referme. Non pas un appel à la rupture, mais une démonstration de résilience collective, née d'un vide que l'on croyait paralysant. Les répercussions du blackout ne se limitèrent pas aux chiffres ni aux récits opposés. Elles dessinèrent 4 zones d'impact distinctes, chacune révélant ce que la coupure avait transformé dans la vie quotidienne, la sphère économique, l'équilibre politique et la dynamique régionale. Dans ces 4 directions, la rupture numérique agissait comme un révélateur d'inégalité, de fragilité, mais aussi d'une inventivité collective inattendue, un contraste auquel Ibrahim Traoré accorda une attention particulière depuis Ouagadougou. Pour les foyers les plus touchés, la coupure signifia d'abord la fin de routines essentielles. Les quartiers populaires, limités à 3 heures de connexion par jour, virent leurs échanges basculer vers des formes orales. Les marchés devinrent des relais de nouvelles, les bus des salles de rédaction improvisées, les rues des forums où les slogans remplaçaient les notifications. Les familles cherchant leurs proches dans les fumées s'appuyaient sur des descriptions transmises de bouche à oreille. Les étudiants improvisaient des ateliers de contournement passant des clés USB comme on partage un outil vital. Cette adaptation, née d'un manque brutal, transforma le quotidien en espace d'apprentissage collectif. Les entrepreneurs furent les premiers à mesurer le choc structurel. La chute des transactions mobiles, évoquée dans les témoignages économiques du pays, fut aggravée par la visibilité soudaine des dépendances étrangères. Les services de transfert d'argent diminuèrent drastiquement, obligeant les commerçants à revenir à des méthodes lentes, souvent manuelles. Face à cette vulnérabilité, plusieurs petites structures locales proposèrent des solutions hybrides, chiffrées, calibrées pour fonctionner même en environnement instable. Dans les ateliers clandestins des campus, l'impression 3D et les outils de codage servirent à monter des prototypes destinés à contourner les fragilités mises en lumière. Ainsi, la panne, en révélant une dépendance, provoqua aussi un début de reconfiguration économique. Dans les couloirs officiels, la coupure créa un vide que les communiqués ne suffirent pas à combler. Les journaux furent suspendus, les serveurs diplomatiques coupés, les cartes de presse confisquées. Le pouvoir tenta de maintenir la version d'un incident contrôlé, mais les données, effondrement synchronisé, ralentissement prolongé, redémarrage en mode restreint, laissaient entrevoir un resserrement interne. Ce fossé entre discours et expérience alimenta une circulation accrue de messages chiffrés, triplement plus importante que d'habitude, donnant naissance à un espace politique parallèle. Là, la jeunesse, écrivains, ingénieurs ou simples citoyens échangeaient leurs analyses, créant de fait une diplomatie du peuple qui échappait aux filtres institutionnels. Au-delà des frontières, l'épisode frappa par sa vitesse de diffusion humaine. Les images d'Aïcha furent reprises au Kenya, au Ghana, au Sénégal. Les slogans devinrent des refrains, les discussions, des comparaisons entre expériences nationales. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré y vit un phénomène inédit, l'émergence d'un vocabulaire partagé autour de la dignité et de la souveraineté numérique. Des juristes de Lusaka citèrent le mouvement UAZ, des artistes de Lagos gravèrent « La vérité ne se débranche pas » sur leurs œuvres. Chaque partage devenait un pont invisible, reliant les fragilités locales à un apprentissage continental. Au croisement de ces 4 lignes, un constat s'imposa. La coupure avait moins brisé un pays qu'elle n'avait ouvert un débat transnational sur la confiance, le contrôle et la voix des citoyens. Les 6 à 12 mois
qui suivent un blackout d'une telle ampleur ouvrent un éventail de trajectoires possibles. Rien n'est assuré, rien n'est exclu. Seules les dynamiques observées à Dar es Salaam et dans les réactions citoyennes permettent d'imaginer des scénarios raisonnables. Chacun s'appuie sur les mêmes éléments, les données, les improvisations humaines, les tensions institutionnelles, mais les fait évoluer selon des conditions différentes. Dans cette trajectoire, l'État parvient à stabiliser le réseau tout en maintenant un certain niveau de surveillance. Les plateformes coopèrent partiellement, les journaux réapparaissent mais restent sous contrainte et les serveurs institutionnels fonctionnent encore en mode restreint. Les universités rouvrent leurs accès fragmentés, la circulation des images s'allège mais la confiance demeure fragile. La jeunesse poursuit ses réseaux parallèles, non dans l'ombre, mais en complément du système officiel. La normalité revient, mais avec des fissures visibles. Ici, la rupture devient un levier de réforme. Les ingénieurs issus du mouvement UAZ participent à la refonte des infrastructures. Les universités se transforment en laboratoires civiques. La transparence cesse d'être une menace et devient un outil de gouvernance. Les ateliers clandestins de codage se muent en espaces reconnus, où l'on mesure les coupures et où l'on documente les abus. Dans ce scénario, les trajectoires ouvertes par la solidarité spontanée se stabilisent en politique publique. Dans cette issue, les autorités réagissent par la fermeture. Restrictions accrues, contrôle renforcé, journalisme entravé, circulation de l'information fragmentée en zones. Les talents migrent, les investisseurs se retirent, les réseaux parallèles deviennent essentiels mais précaires. Le pays parle moins avec ses voisins, tandis que les citoyens dépensent d'une mosaïque de micro-circuits improvisés. Ce modèle survit, mais il ne respire plus. À travers ces trois voies, une même question reste ouverte, celle qu'Ibrahim Traoré lui-même soulignait en observant la situation. Que devient une société lorsqu'elle doit choisir entre l'ordre, la transparence ou le repli ? La réponse n'appartient à aucun gouvernement seul. Elle dépend des liens que chacun accepte ou refuse de reconstruire après la panne. Ce moment de l'histoire ne se limite plus aux rues de Dar es Salaam. Il résonne différemment selon les trajectoires de ceux qui le regardent. Trois cercles, trois manières d'être touchés, émergent naturellement lorsque l'on examine ce que la panne a révélé de la relation entre vérité, responsabilité et usage du numérique. Pour les spectateurs habitués à une présence continue du réseau, l'épisode agit comme un rappel. La connexion n'est jamais acquise. Voir une nation s'éteindre en 7 minutes montre combien le quotidien numérique repose sur des structures vulnérables et comment l'absence de signal transforme instantanément les gestes les plus simples. Ce public y trouve une interpellation directe. Comprendre qu'une plateforme n'est pas seulement un service, mais une condition même de participation sociale. Les lecteurs qui suivent la vie institutionnelle ou les débats régionaux voient dans cette panne un cas d'école. La gestion du récit officiel, la tension entre contrôle et confiance, la circulation parallèle des messages chiffrés forment un exemple concret de la complexité contemporaine. Gouverner l'information, c'est aussi gérer le risque de la perdre. Pour eux, la rupture tanzanienne fonctionne comme un laboratoire de ce que deviennent les crises lorsqu'elles passent par les câbles avant de passer par les rues. Un troisième groupe, étudiants, enseignants, artistes, y lie une dimension plus humaine. Le geste d'Aïcha, les chants improvisés, les tracts dans les taxis rappellent que la communication précède la technologie. Ce public ne voit pas seulement une panne, il voit une démonstration de résilience, un rappel que la parole trouve toujours un chemin, même lorsque les outils s'effondrent. Entre ces trois regards, un fil commun se dessine. La coupure devient une invitation à réfléchir à la manière dont chacun s'informe, transmet, écoute. À distance, chacun peut y trouver une question adressée à sa propre relation au numérique, à la vérité et au silence. Dans les mois qui suivent une coupure d'une telle ampleur, les réponses ne peuvent pas se limiter au discours. Elles prennent forme dans des gestes concrets, souvent modestes, parfois ambitieux, mais toujours liés à la capacité d'un pays à reconstruire la confiance. Les 5 axes qui suivent ne sont ni des prescriptions ni des garanties. Ce sont des trajectoires observables dans les dynamiques déjà ouvertes par le blackout. Ibrahim Traoré, en suivant ces signaux depuis Ouagadougou, s'intéressa précisément à ces mécanismes d'organisation hors ligne. Les étudiants, ingénieurs et collectifs locaux
peuvent renforcer les réseaux maillés conçus durant la panne. À court terme, ces structures servent de relais d'urgence. À moyen terme, ils deviennent des laboratoires de confiance. Leur efficacité se mesure au temps nécessaire pour reconnecter un campus ou un quartier en cas de rupture. Universitaires, juristes et journalistes indépendants peuvent créer des observatoires civiques chargés de mesurer les interruptions, d'enregistrer les abus et de publier des rapports trimestriels. L'indicateur essentiel, la capacité à produire des données accessibles, y compris lors de périodes de blackout. Les pays voisins, Sahel, Corne, Golfe de Guinée, peuvent partager leurs données d'incidents et aligner leurs normes. Cette coordination progressive réduit les zones grises et permet de comparer les réponses institutionnelles. La mesure principale, le nombre de protocoles communs adoptés. Dans les universités et centres communautaires, des ateliers dédiés au codage, au chiffrement et à la gestion des coupures peuvent renforcer la capacité collective d'improvisation. Leur impact se mesure à la rapidité avec laquelle une communauté peut rétablir des canaux alternatifs. Comme le répète Ibrahim Traoré, la technologie sans conscience devient une dépendance. Inscrire cette idée dans les espaces éducatifs, culturels et médiatiques permet de transformer la crise en horizon commun. L'indicateur, le nombre d'initiatives locales intégrant transparence, responsabilité et débat. La flamme née du geste d'Aïcha, ce téléphone levé dans le noir, devenu symbole dans la partie précédente, continue de traverser les récits comme un fil discret. Chaque nuit, quelque part à Dar es Salaam, une bougie est allumée sur les marches de l'université. Elle n'affiche ni slogan ni revendication, seulement la persistance tranquille d'un souvenir partagé. Les étudiants qui passent s'y arrêtent parfois un instant, comme pour mesurer ce que la panne a réellement réveillé, non pas une rupture, mais une conscience. Cette image a parcouru le continent par des chemins inattendus, franchissant les frontières, non par les câbles, mais par les gestes humains. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré l'a observé comme on écoute un écho ancien, retrouvant dans cette lumière fragile la même intuition que dans les premières heures du blackout. La dignité ne se proclame pas, elle se prouve. Dans cet entrelac de voix, de silence et de mémoire, Aïcha n'est plus seulement une étudiante tanzanienne. Elle est devenue une figure de résilience commune, un rappel que la parole survit toujours à la coupure. Le geste qu'elle a initié, simple, presque instinctif, a montré qu'un continent peut encore mêler courage individuel et souffle collectif. La lumière fragile d'un geste peut déplacer tout un récit. À présent que les signaux sont revenus et que la ville de Dar es Salaam semble avoir retrouvé son calme, une autre forme de mouvement commence à se dessiner. Rien de spectaculaire, rien de bruyant, seulement ce fil discret qui relie encore les voix tanzaniennes aux conversations qui traversent le continent. La panne s'est achevée, mais la mémoire qu'elle a réveillée continue de circuler, portée par ceux qui ont vu, entendu ou transmis. Dans les foyers, sur les campus, dans les taxis ou les marchés, chacun a sa manière de raconter ce qu'il a perçu de ces 7 minutes et des jours qui ont suivi. Certains y voient une alerte, d'autres une leçon, d'autres encore un simple rappel. La vérité circule toujours, même lorsqu'elle avance à pas lents. Ce récit n'appelle ni adhésion, ni rupture. Il invite simplement à rester attentif à ce que deviennent nos silences, nos mots, nos réseaux, et à la manière dont chacun choisit de les habiter. Car la conversation ne dépend pas seulement des câbles, elle existe d'abord dans la volonté de comprendre et d'écouter. Que ferons-nous, individuellement ou collectivement, lorsque le silence, un jour, reviendra frapper à nos portes ?